Merci de m'accueillir, merci d'être là. Donc, je vais faire en 5 points. D'abord, je vais juste faire une petite mise en contexte par rapport à ma thèse et de voir comment ça s'imbrique dans ma thèse, en passant par le cadrage théorique et la méthodo. Puis je vais parler justement de la question de recherche spécifique à l'article que j'ai soumis et déjà élaborer certains résultats. Donc ma thèse, donc, comment est-ce que j'ai choisi voilà, la problématique, c'est que c'est dans le contexte où depuis 2018 on associe très fort jeunes et participation environnementale. Et la question de recherche de ma thèse, actuellement, évidemment, vous savez comment ça fonctionne, ça changera sûrement, c'est comment les jeunes politisent/dépolitisent, ILDL, l'éco-citoyenneté. Et donc, ce qui m'intéresse réellement, c'est les processus et les mécanismes, dans une perspective quali, de construction des divisions et des continuités, eu égard à l'éco-citoyenneté, dans plusieurs contextes d'engagement environnementaux en Belgique par les jeunes, mais d'un point de vue communicationnel. Donc, je vous ai, sous le prisme de la politisation, dépolitisation, je vous expliquerai comment est-ce que moi je définis ça. Et donc, c'est important de retenir déjà maintenant, c'est que moi j'analyse le paysage politique interne. Donc, ce n'est pas les discours externes de collectifs de jeunes spécifiques, activistes qui vont s'adresser aux médias, etc. Tout ça, j'analyse pas. Donc ça ne m'intéresse pas. Et donc ici, juste un peu au niveau donc, cadrage théorique, contextuellement parlant, donc je suis très fort ancrée dans plein de choses qui voilà, vous sont très probablement super familières, donc ce qui est sociologie des mouvements sociaux post-2010, donc avec voilà, un engagement qui va être un peu à la croisée de la sphère publique et la sphère privée, en ligne, hors ligne, etc. Donc tout ce qui est interactivisme, lifestyle politics, etc. Donc ça c'est contextuellement une information importante, je pense. Et bon, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais donc les jeunes et l'environnement, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai choisi, mais ici je vais juste insister sur le fait que les jeunes, c'est la jeunesse tardive, c'est un peu un moment où c'est justement très propice à ce lifestyle politique, cette construction de soi et ce changement social, etc. Donc je vais juste mettre l'accent là-dessus. Je vais revenir à mon ontologie juste après, mais toujours contextuellement. Ici, donc, cette question de la politisation et dépolitisation donc, est très fort donc, au niveau de la thématique ancrée dans tout ce que, voilà, je suppose que vous êtes familier avec ça et familière avec tout ce qui est politisation, dépolitisation des discours de Jean-Baptiste Foumbly, mais aussi des discussions avec tout ce qui est Hamdi, Duchesne-Hegel, Eliasov, etc. Mais également dans ce qui est littératie médiatique, où ça, je ne sais pas si voilà, vous êtes particulièrement familier et familière avec ça, mais c'est plus ce qui est compréhension et accès aux savoirs ici environnementaux, et ce qui est éducation relative à l'environnement, avec l'éco-citoyenneté, notamment de Boover, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment l'ancrage, si vous voulez, un peu thématique. Mais ce que j'aimerais aussi souligner ici, c'est que ontologiquement, donc je me situe vraiment dans ce qui est discourse theory. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent avec ça ou pas. Je pense pas, forcément. Donc je vais juste un peu rappeler, essayer de rendre le truc simple, parce qu'en général, c'est pas le truc le plus digeste. Hein. Donc c'est dans la lignée de Mouffe et Laclos. Donc en gros, moi, comment est-ce que j'utilise ça? Donc c'est l'Essex School, etc. Donc c'est discourse theory. Moi, je mets l'accent sur ce qui est post-foundational theory. Donc, en gros, post-fondation. Donc, on considère qu'il n'y a pas de fondation ultime à la société, que toute la réalité qu'on connaît, si vous voulez, c'est le résultat d'une hégémonie. Par exemple, oui, on ne va pas considérer qu'il n'y a pas une réalité empirique, donc oui, il y a un truc là, mais le fait que finalement, je mets mon ordinateur dessus, qu'on considère que c'est une table, etc., tout ça, ce n'est pas une réalité positiviste, c'est vraiment le résultat de luttes hégémoniques qui vont faire qu'on considère que ça, c'est une table. Et donc, en gros, pour l'éco-citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le tout objectivé de savoir qu'on va définir comme éco-citoyenneté, ce qu'on va dire que voilà, tout ce qui est, si vous voulez, d'être habitus éco-citoyen, ce genre de trucs-là, ben, tout ça, en fait, c'est construit. Et donc, du coup, moi, je pars vraiment de cette perspective-là. Je pourrais en parler pendant des heures, aller beaucoup plus dans les détails, mais je pense que ici, ça... Vous voyez un peu... Vous voyez un petit peu? Oui. Ouais. Tu veux dire que, par exemple, le fait qu'on parle d'éco-citoyenneté, plutôt que, je sais pas, qu'on utilise une autre expression, ça, c'est le résultat... C'est ça que tu veux dire? C'est tout ce qu'on va... En fait, tout le sens qu'on va attacher à l'éco-citoyenneté, donc les manières de faire, de dire, c'est construit. Okay. Donc, en gros, c'est ça. Ça va plus loin que ça, mais c'est ça qu'on veut dire par post-fondation. Il n'y a pas de fondement ultime à la société, à ce qui est social, etc. Et donc, tout est le résultat. En fait, il y a des antagonismes dans la société, et tout est le résultat de luttes, des luttes qui sont parfois explicites ou implicites. Et donc, c'est ça un peu tout l'enjeu de MOOF, en gros, et ce qui est important ici, c'est que, donc, moi, la façon dont je vais définir politisation et dépolitisation, c'est pas de la même manière que, par exemple, Combi va le faire, etc. Moi, ce que je vais dire, c'est que, vu qu'il n'y a pas de fondation ultime dans la société, la politisation... En fait, je vais juste revenir 2 secondes en arrière. Donc, moi, j'étudie l'éco-citoyenneté avec cette perspective de discourse theory. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour moi, dans la lignée de MOOF, etc., l'éco-citoyenneté, puisqu'il n'y a pas de fondement dans la société ultime, elle peut être étudiée qu'à partir du politique. Le politique que je définis comme les rapports de pouvoir, les enjeux de pouvoir. Puisqu'il n'y a pas de fondement ultime à c'est quoi l'éco-citoyenneté. En fait, on peut approcher, saisir l'éco-citoyenneté qu'en étudiant les rapports de pouvoir. Et les rapports de pouvoir, c'est le politique. Donc ça, c'est ce que moi j'étudie, le politique de l'éco-citoyenneté. Donc je postule que c'est vraiment le politique, c'est pas une dimension de l'éco-citoyenneté, c'est sa nature, c'est sa constitution. Donc ça, et en fait, moi du coup, je l'étudie à travers un prisme communicationnel, et en fait, ça veut dire que la politisation et la dépolitisation, c'est des logiques constitutives du paysage politique, qui en fait vont venir, la politisation, elle va venir visibiliser les enjeux de pouvoir, le fait qu'il n'y a pas de fondation ultime à la société, le fait qu'on définit que l'éco-citoyenneté c'est avoir une bourde, que en fait c'est un discours hégémonique. Ça veut dire que c'est le résultat d'une domination de sens qui veut dire qu'une bourde, c'est éco-citoyen. Même si l'exemple de la gourde est peut-être un peu bizarre, mais c'est la première chose que j'ai vue. Alors que la dépolitisation, ça va être plutôt des logiques discursives où on va venir invisibiliser le fait que ma gourde, c'est éco-citoyen, c'est le résultat de lutte de pouvoir au niveau du sens. Est-ce que ça va ? Et donc ce que tu étudies, c'est pour ici et maintenant, c'est pas élargi au monde, c'est vraiment dans une... En Belgique, ici, petit quoi. Exactement, okay. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est le gros morceau, vous inquiétez pas, le reste sera plus digeste. Mais du coup c'est un bon exercice parce que chez Engage, il y a beaucoup de personnes qui sont très discourse theory et donc du coup c'est un bon exercice de devoir l'expliquer parce que expliquer MOOF en 5 minutes, je veux dire c'est un peu comme expliquer Foucault quoi. Voilà, c'est pas toujours agréable. Donc, surtout pour vous. Mais donc, méthodologiquement, donc, j'utilise vraiment ce qui est ethnographie politique du politique, donc c'est Fay, Talpin, etc. Où je vais vraiment donc, m'immerger dans mon matériau auprès des jeunes, etc. Et la méthode par théorisation ancrée, j'utilise pas le terme de grounded theory ou de théorisation, etc. parce que j'utilise ça comme un outil méthodologique, pas du tout comme l'ontologie qui va avec. Et donc, voilà, Loïc est familier avec ce livre de Christophe Lejeune qu'il a dû lire aussi. Ça dit aussi, hein. Donc voilà, mais en gros, c'est un petit peu inspiré de ça. Je ne vais pas aller dans les détails. Si vous avez des questions, évidemment, je répondrai. Mais donc, ce qui est important ici, c'est que je fais pas... Donc, j'étudie différents... contexte de participation, enfin d'engagement des jeunes. J'étudie les jeunes activistes, mais pas en tant qu'un groupe, par exemple
Youth for Climate, mais plutôt au niveau réseau. Donc je suis certaines campagnes, je suis certains jeunes, etc. Mais pas un groupe spécifique. Et Jeunesse Verte, qui est un dispositif de participation institué. Mais c'est pas en fait une comparaison entre l'un et l'autre. J'étudie le politique de l'éco-citoyenneté à travers une diversité de discours qui se trouve, que moi j'ai accès à travers ces deux portes d'entrée-là. Donc voilà. Et juste un petit peu plus de détails sur Jeunesse Verte. Donc c'est au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Il y a environ 150 jeunes pour l'instant issus d'associations dans des quartiers socioculturels très divers qui bénéficient d'un financement pendant pour l'instant 2 ans. On va voir ce que 2024 nous réservera pour pouvoir mener un projet environnemental. Et en fait, on sait avec les LIASOF, etc., qu'au niveau des associations, puisqu'on a un but très empirique de mener à bien un projet, en général, la politisation, c'est pas l'endroit où on va politiser les sujets avec le plus de vivacité. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi ça? C'est parce qu'il y a parmi donc ces 150 jeunes, il y a 30 jeunes qui se sont portés volontaires et qui ont été élus représentants, entre guillemets, de leur association et qui vont bénéficier de formations, si vous voulez, éco-citoyennes. Donc c'est tant sur l'environnement que sur l'expression citoyenne et la gestion de projet. Mais donc il y a vraiment cette création d'un contexte ad hoc qui, moi je vais stipuler, est particulièrement, où la politisation peut avoir lieu sous une forme particulièrement intéressante. Donc voilà. Et au niveau du matériau, donc ici j'ai surtout des notes d'observation dans les deux contextes, des transcriptions de discussions sur Telegram pour les activistes et de podcasts aussi long format entre activistes où c'est vraiment des discussions dans l'entre-soi. Long format parce que c'est autre chose que des petits podcasts surtout destinés peut-être à une com très étendue. Et Jeunesse Verte, j'ai des notes d'observation aussi, des transcriptions de discussions aussi et cercles d'échange longs et des entretiens. Je l'ai mis en rouge parce que pour l'instant j'en ai que un et que c'est pas du tout dans le papier ici. Mais voilà, ça c'est le but ici et ce qui va m'occuper pendant les prochains mois. Et donc, tout ça pour dire, maintenant vous avez vraiment le contexte de ma thèse, etc. Et donc tout ça pour dire que un peu ce qui est ressorti durant mes premières analyses, c'est vraiment l'importance de la médiation des savoirs comme enjeu de politisation et dépolitisation, eu égard au parcours éco-citoyen dans les discours des jeunes. Et donc en fait, la question de recherche ici pour cet article-là, ça va être comment les jeunes politisent-ils et elles, ou dépolitisent-ils et elles, la médiation des savoirs pour l'éco-citoyenneté. J'utilise savoir ici par opposition aux connaissances. Donc ça peut être des dispositions à, des savoirs, des compétences, etc. et pas juste des connaissances stricto sensu. Et donc en fait, ici, c'est vraiment dans un contexte où il y a une scientisation du discours environnemental. Et donc c'est vraiment comment les jeunes finalement, eu égard à cette scientisation-là, quelle est la place finalement pour les jeunes eu égard à tous ces savoirs qui sont peut-être censés connaître, etc. Et donc c'est vraiment ressorti comme quelque chose d'important. Et j'ai pas analysé tout le matériel que j'ai déjà récolté, mais vraiment ceux où c'est vraiment cette problématique-là, cette ligne de politisation-là qui va ressortir. Mais c'est informé évidemment par tout ce que j'ai récolté jusqu'à présent. Et donc maintenant les résultats. Excuse-moi, j'ai loupé un truc. Ouais, tu peux revenir en arrière juste 2 secondes pour juste d'infos. C'était le troisième point, la mythification de la conception occidentale de la connaissance. Oui, en gros, c'est. Tu peux juste expliquer? En fait, c'est. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un Portugais, il s'appelle Santos et il a un prénom avec 6 prénoms, je pense. J'arriverai pas à le redire, mais en gros, il explique qu'il y a une certaine domination de la conception occidentale du savoir scientifique sur les autres savoirs et qui est très fort prégnant en fait dans les connaissances environnementales et dans le savoir environnemental.
Et donc ici, donc les résultats, ce que j'aimerais bien présenter, donc c'est des ensembles. Ici, il y a 3 ensembles en fait que je vais mettre en avant de clivages, des ensembles de clivages ou de continuité, donc que les jeunes en fait dans leur discours, voilà, ce qui apparaissent en fait dans le discours des jeunes à travers donc les marqueurs de politisation et dépolitisation. Donc en fait, les marqueurs de dépolitisation et politisation, juste au niveau pratique, donc puisque c'est des jeunes qui sont pas forcément, ils n'ont pas tous la même éducation, etc. Donc moi je vais considérer que ces marqueurs, ça peut être autant des discours qui vont monter en généralité, qui vont directement identifier des clivages socioculturels, mais ça peut aussi être des petites histoires personnelles, etc., qui vont avoir un petit peu cette montée en généralité où il va y avoir certains propos. Donc c'est vraiment... j'essaie d'ouvrir le plus possible ma définition de la politisation et de la politisation en incluant des marqueurs qui vont permettre finalement à tous les types de discours, toutes les formes que je vais rencontrer de pouvoir être inclus là-dedans. Je fais un gros travail là-dessus, mais je n'ai pas le temps d'élaborer ça ici. Et donc ici, il y a 3 familles, si vous voulez, de clivages. Un, c'est l'immersion dans son écosystème, l'accès à la boucle d'information et la stratégie de médiation vers autrui. Je vais développer chacune. Donc tout d'abord, le premier ensemble un peu la première thématique de politisation, dépolitisation dans le discours des jeunes, eu égard à la médiation des savoirs pour l'éco-citoyenneté, c'est en fait les jeunes vont souligner que le fait, au plus en fait son écosystème est opaque, au plus il va être difficile d'arriver à l'éco-citoyenneté. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce discours, ça c'est vraiment très dépolitisé, que en Belgique, l'écosystème et les normes socioculturelles ne sont pas en adéquation avec ce qui consiste en l'éco-citoyenneté. Et donc il y a vraiment... il y a un parcours, il y a un cheminement vers l'éco-citoyenneté. Et donc en fait, au plus la bulle de son écosystème est opaque, au plus il va être difficile de la remettre en question pour l'éco-citoyenneté. Et en fait, il y a 3 lignes de politisation liées à cette immersion dans son écosystème. Ça va être tout d'abord la disponibilité en fait, des pratiques environnementales à travers les politiques publiques. Ça rejoint un peu ce que Bozonnet, si vous avez lu ça, explique. Aussi, finalement, les normes de consommation et les modèles de réussite qui sont véhiculés dans cet écosystème. Et la disposition même à, en fait, politiser, à remettre en question, à monter en généralité, etc. Cette disposition même, plutôt au niveau du processus que du résultat. Et donc en fait ici je voulais vous partager 2 citations que je trouve particulièrement intéressantes à ce niveau-là. Donc je vais les lire. Donc c'est Igor, d'abord activiste, qui dit « Mais tu es dans ton bain, tu es dans ta propre culture, tu évolues, tu suis un peu le mouvement. Il te faut une maison 4 façades, il te faut ta voiture, les gens partent en vacances hyper loin, c'est trop bien. T'as vu mon téléphone, t'as vu mes Jordans, etc. » Et de la même manière, Ulysse explique, qui est aussi un activiste, donc, d'un point de vue un peu psy, ce qui me taraude le plus au niveau des schémas qui sont institués en nous, sur une manière de vivre et une manière d'agir qui ne s'isole pas simplement à la génération qui est la nôtre. C'était celle d'avant, celle encore avant celle qui précède, qui a mis en place cette volonté de croître et d'avoir des ambitions de développement constant. Donc c'est très difficile. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas comme ça en un an. Je pense que ça illustre bien ce que j'ai expliqué juste avant. Et donc en fait, ce que les jeunes expliquent, c'est que ce qui va peut-être permettre de renégocier les normes qui prévalent dans leur écosystème, ça va être la rupture de l'ordre normal des choses. Et cette rupture de l'ordre normal des choses, qui va peut-être leur permettre de faire leur début, faciliter le début de cheminement éco-citoyen, ça peut être le voyage, mais pas un voyage à aller au Club Med, hein. Ça va être un voyage où on va vraiment pouvoir expérimenter, être confronté à une autre façon de vivre totalement. Une crise, comme la crise du Covid, où on va voir justement la fragilité de son écosystème,
mais également l'échange à travers, avec des personnes qui sont en dehors de son écosystème social. Et également la consommation d'informations, par exemple, qui vont vraiment être très choquantes pour nous et qui, via un mécanisme de pathos, vont venir un peu ébranler nos croyances, ou encore des formations comme celle de la fraise pour le climat, qui peut avoir ce début finalement d'engrenage informationnel. Et ce que j'explique par engrenage informationnel, je vais l'expliquer juste après, mais tout ça est quand même conditionné par peut-être la monnaie la plus importante de notre système à nous, c'est le temps. Donc, tout ça à condition d'en avoir le temps. Donc, et donc là, le deuxième ensemble ici, ça va être donc, ce que j'appelle engrenage informationnel ou l'accès à la boucle informationnelle, parce qu'en fait, l'éducation et l'information de façon générale vont venir permettre de tempérer les effets d'appartenance écosystémique. Et en fait, je ne vais pas développer ici, mais son accès il est politisé dans 3 sphères. Je développe ça dans l'article, mais donc je vais juste aller brièvement ici, que ce soit familial, scolaire et citoyen. Mais une chose que j'aimerais pointer ici, c'est à travers la citation que vous voyez. Donc c'est Elsie qui est donc dans Jeunesse verte. Donc c'est un dispositif de participation bilingue. Donc voilà, j'ai traduit comme j'ai pu. Donc je suis choquée qu'on n'ait jamais vu cela à l'école, parce qu'on parle tout le temps d'écologie à l'école, c'est vrai, mais on n'a jamais fait ce genre d'activité approfondie. D'habitude, on dit tout le temps, ouais, la nature, blablabla, il faut trier les déchets, faire attention au chauffage, etc. Mais on ne comprend pas pourquoi. Et je trouve qu'il faudrait faire ce genre d'exercice pour que les jeunes prennent conscience du pourquoi des actions environnementales et de l'impact sur l'humanité. Et en fait, c'est quelque chose qui ressort vraiment fort dans les 3 sphères et surtout dans la sphère scolaire et citoyenne que, en fait, il y a une nécessité, en fait, il y a un décalage entre une médiation vraiment à saturation des éco-gestes qui sont super dépolitisés et qui sont un petit peu médiatisés comme le seul espace finalement d'agentivité politique, et le défaut de médiation plus politisée et politisante. Et donc vraiment des apprentissages approfondis qui vont sur les causes structurelles, qui parlent d'alternatives, etc. Et en fait, ça rejoint ce que Suzanne Kovacs explique dans certaines de ses recherches, ou commence à dessiner du moins. Et il y a aussi un décalage en fait entre des actions perpétrées du coup dans cet espace circonscrit des éco-gestes et la croyance dans l'efficacité en fait de celle-ci. Et c'est ce que Kenny s'appelle scepticisme stratégique. Ça c'est pour donc l'accès à la boucle informationnelle à travers l'éducation, mais il y a aussi donc la recherche informationnelle. Et donc la recherche informationnelle, c'est typiquement on va chercher des informations. Et en fait ici il y a aussi 3 lignes de politisation. Donc la première chose c'est l'initiative. Donc vraiment il y a vraiment cette importance mise sur l'initiative du renseignement, vraiment le premier pas qui après va mener à un engrenage informationnel. Et donc ici il y a une activiste qui explique petit à petit, plus tu apprends, plus tu ne peux pas revenir en arrière et tu te rends compte que tout est lié. Tu apprends un truc, par exemple la déforestation, tu apprends que c'est lié au climat, au sol, à la biodiversité, que c'est aussi lié aux petits fermiers et agriculteurs, aux grosses entreprises qui vont dans les pays du Sud pour faire du profit et pour déforester sans impact socio-écologique local. Et finalement, c'est comme si tu tires sur une pelote de laine ou une toile d'araignée et tu te rends compte que tout est connecté. Il y a aussi la diversification des sources, qui est super importante. Je ne vais pas élaborer ici, mais je pense que c'est assez clair comme ça. Et le rôle de l'entre-soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper mis en avant et qui est politisé par les jeunes. Donc à travers, en fait, finalement, le fait de bénéficier d'un réseau de personnes qui sont dans ce parcours éco-citoyen, ça permet d'avoir un réservoir informationnel, mais aussi, en fait, finalement, d'avoir un soutien émotionnel d'une part et accès à des ressources situationnelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a certains activistes qui expliquent que sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qui est
gagner un voyage à Dubaï, gagner 300 € à dépenser chez Shine, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, cette marque horrible là. Voilà, merci Loïc. Et en fait, ils expliquent que grâce à les distances, en suivant d'autres personnes qui sont dans cette démarche éco-citoyenne et aussi en recevant du soutien via des likes, ils ont accès à cette communauté imaginée, c'est comme ça que Pasquier l'appelle, où ils ont l'impression, et je vais lire en fait ce que Iman dit, tu as plein de gens qui se reconnaissent dans le commentaire, on commence à avoir un groupe. Il y a plein de gens qui likent et ça se trouve en top commentaire. Alors ils, les auteurs ou autrices du post, donc, suppriment parfois ou ils bloquent carrément et tu reviens. Et il y a plein de gens qui se disent, il y a quand même du monde qui a l'air de penser comme ça. L'idée, c'est qu'à partir d'un moment, ça bascule en mode je vais basculer parce qu'il commence à être un groupe très présent et de plus en plus nombreux. Et donc, c'est vraiment cet accès à l'entre-soi peut faciliter justement ce shift par rapport aux normes socio-culturelles qui prévalent dans notre écosystème. Et puis ici, le dernier thème ici, c'est la médiation vers autrui, où les jeunes en fait vont devenir les médiateurs et médiatrices directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 lignes de dépolitisation, donc ça apparaît évident et c'est pas du tout remis en question. Que en fait les jeunes doivent devenir médiateurs et médiatrices d'un savoir environnemental. Et c'est vraiment ce qui marque la logique des pratiques quotidiennes des activistes, mais aussi chez Jeunesse Verte, où il y a vraiment un public aussi très varié et très différent, où c'est pas des activistes presque de métier. Et donc il faut s'assurer que les gens soient bien informés, il faut sensibiliser, etc. C'est quelque chose qui revient comme allant de soi. Et la deuxième chose qui va de soi également, c'est qu'il y a une maîtrise des connaissances qui est vraiment le prérequis pour la médiation. Par exemple, l'orientation académique, ça va permettre finalement, si on a fait Sciences Po, si on a fait Commu, si on a fait des sciences du vivant, on va pas dire sciences dures quand même, hein, on n'est pas les sciences molles ici, qui vont permettre en fait de faciliter cette incarnation du rôle de médiateur ou médiatrice. Et donc ça aussi, ça pose question. Et en fait, là, je vais brièvement lire ce que Ava, activiste, nous dit. Donc, sur Telegram, il y a une activiste qui explique « Ah, mais tiens, il y a ça qui se passe, il faudrait qu'on fasse une action, etc. » Et elle répond « Concernant le sujet que tu amènes sur la table, c'est très intéressant, merci pour cela. Je dois personnellement me former un peu au sujet avant de pouvoir proposer une action. » Et donc ici, c'est vraiment la maîtrise des connaissances et facilitatrice de l'incarnation de son agentivité politique. Et en fait, on peut mettre ça en parallèle finalement avec le fait que dans les discours des médias traditionnels, des médias historiques, on va vraiment retrouver qu'il y a une certaine délégitimation des jeunes et de leur agentivité politique. Et donc, c'est vraiment intéressant de mettre ces deux-là en parallèle. Et je vais terminer ici par mettre, en fait, là j'ai expliqué ce qui était vraiment dépolitisé dans la médiation vers autrui parmi les jeunes, dans vraiment leur paysage politique interne, mais qu'est-ce qui est politisé? Et ça, il y a vraiment 5 éléments importants ici. C'est tout d'abord l'objet à médiatiser. Donc je vais aller assez vite et puis je vais lire 2 citations qui vont vous permettre de vraiment pouvoir imaginer ce que je dis ici. Donc c'est l'activisme local, donc par exemple dans le cadre de ICOP, est-ce que c'est l'activisme des personnes en Ouganda ou l'activisme de relais, les personnes qui ici pendant les 20 km vont faire un stop ICOP. Motif de l'engagement entre un activisme pour faire un impact et un activisme d'intention, donc avoir de bonnes intentions, essayer d'amener sa pierre à l'édifice, etc. Les risques associés à l'engagement. Donc, est-ce qu'il y a un activisme de survie ou un activisme professionnel, un activisme de loisir? Les coûts d'entrée de l'engagement, un activisme universel, donc, ou un activisme de ressources. Donc ici, est-ce que finalement, il faut avoir un parcours éco-citoyen universel où on va tous devoir avoir telle approche, lire tel livre, etc. Ou est-ce que c'est en fonction de ses ressources, du temps dont on dispose, etc. Et la nature de l'impact entre un engagement finalement et un activisme peut-être positiviste ou un activisme symbolique.
Je vais lire deux citations qui vont vous permettre de mettre le doigt vraiment et saisir ça. Mais ici, je parle d'activisme parce que ces 5 lignes de politisation, forcément au niveau de l'activisme, parfois c'est un petit peu plus facile de saisir les clivages qu'au niveau de Jeunesse verte. Mais donc, moi ici, je pense que c'est 5 lignes de fragmentation qui peuvent aussi être interrogées au niveau de l'éco-citoyenneté, largo sensu. Et ici, je vais lire une quote, c'est par exemple Raymond qui nous dit « Soutenez les personnes concernées, soutenez les gens qui souffrent ici, SVP, donc activisme local ou de relais. Ça ne sert à rien d'être dans le journal de la RTBF. On doit visibiliser les vraies victimes. Donc, il y aura des fausses et des vraies victimes. Et elles sont ici en Afrique où je me trouve et où les gens meurent à l'instant même où je vous écris. » Donc ça, risque associé à l'engagement. Et par rapport à cet activisme peut-être universel et de ressources, il y a Héloïse qui nous dit, donc Reda, pourquoi tu diminues toujours ce que font les autres alors qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'engagement? Tout le monde fait ce qu'il peut. Donc vraiment cette logique des ressources. Surtout les gens dans ce groupe qui sont tous concernés. À partir du moment où il y a cette volonté, on est activiste. Le narratif « nous, vous » n'est pas productif, surtout envers les gens qui sont déjà engagés et essayent de faire au mieux. Alors oui, tout le monde peut me faire, mais il y a des façons de le dire à un moment, et ce n'est pas en blâmant et en foutant la honte aux gens pour ce qu'ils essayent de faire qu'on fera avancer les choses. Essayez de faire. Et donc en fait, finalement, ces clivages, moi j'ai essayé de les regrouper à travers 2 discours. Donc le discours universaliste, où il y a une logique conditionnelle, où l'éducation va jouer le rôle de prérequis pour l'action, et où on a vraiment cette définition positiviste de l'impact. Et là, par exemple, Raymond dit « Aucune action en Europe n'a fait reculer le projet. Nous, en une action, avec quelques dizaines de personnes, on a fait changer le programme de la visite présidentielle. » Alors que Aude, par exemple, et c'est ça que je veux dire par activisme symbolique, nous dit « Si on était tous parfaits, ça ne changerait pas le monde. » Moi, j'ai beaucoup changé ma manière de vivre et mon mode de vie, car je ne veux pas accepter le système dans lequel on est. Donc, c'est pas le fait que finalement, je vais plus manger de viande, mais c'est vraiment la symbolique derrière, le sens qu'on va accrocher à ça. Je préférerais que ce soit universel et au niveau des mentalités. C'est vraiment ça par symbolique que je veux désigner ici. Parce que si tout le monde se posait des questions, on avancerait bien plus que si 10% devenaient parfaits. Et puis la personne qui vivra toute seule dans sa yourte et qui sera totalement indépendante, très bien pour elle, mais est-ce que ce sera la personne qui aura le plus d'impact au niveau global? Et donc il y a ce discours aussi des ressources, donc où il y a cette logique plus individualisée, où l'intérêt et le volontarisme, c'est ça qui va venir jouer le rôle de prérequis pour l'action. Et on a vraiment cette définition plus psychologisante de l'impact au niveau des mentalités. Et donc ici, je voulais juste terminer en disant qu'on peut dire 2 choses. D'abord au niveau vraiment de tout ce que j'ai dit au niveau du contenu, donc de la médiation des savoirs. Ça va permettre vraiment aux jeunes d'incarner leur agentivité politique et de développer des discours donc plus politisés et plus politisants. Mais aussi à un niveau plus méta. En fait, pourquoi est-ce que je m'intéresse à tout ça? C'est bien beau, mais vide. En fait, donc, souvent ici, dans un peu ce qui est politique, sphère politique, médiatique, on a vraiment cette association jeunes, climat, jeunes, participation, etc. Et il y a un discours aussi un peu latent ou parfois pas du tout, qui est il faut engager les jeunes. Mais il y a des jeunes, en fait, ils ne sont pas intéressés. Comment est-ce qu'on va faire pour les engager? Ils s'en fichent, etc. Et en fait, pour moi, là, le travail vraiment de voir vraiment c'est quoi les lignes de politisation, de dépolitisation, ça permet vraiment de voir les croyances, les discours, le sens qui va être associé, en fait, à cette éco-citoyenneté et vraiment les divisions qui sous-tendent, en fait, cette éco-citoyenneté. Et ça va permettre de venir plus comprendre à travers le discours des jeunes qu'est-ce que eux ils associent au sens de l'éco-citoyenneté et donc de pouvoir par rapport au discours plus politique de il faut engager, pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle partie de la jeunesse qui s'en fiche, etc. En fait, peut-être que si on voit qu'on associe au rôle d'éco-citoyen le besoin de devenir médiateur, médiatrice d'un savoir environnemental, peut-être ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains jeunes qui vont peut-être pas se sentir concernés par le discours éco-citoyen.
Et donc c'est un petit peu ça la logique méta. Évidemment, là, j'en suis aux premières analyses, donc je n'ai pas fini ma thèse, hein, il me reste quelques années quand même. Mais voilà, ça c'est vraiment l'envie et un peu l'objectif plus méta qu'il y a derrière tout ça. Merci pour votre écoute.